Coucou, bienvenue dans Moment Mode, le podcast qui t'invite à découvrir l'univers de la mode autrement. Ici, on parle de comment la mode influence notre quotidien, ses bons et ses mauvais côtés, et on explore des approches comme la seconde main, les marques locales et le fast fashion. Mais inquiétez-vous pas, on va aussi discuter de notre palette de couleurs et de petits conseils stylistes. Il y en a pour tout le monde. Alors installe-toi confortablement, prépare-toi pour aller courir ou faire ta petite marche de la journée. C'est l'heure de ton moment mode, ton moment à toi. Bonjour, aujourd'hui je reçois une invitée engagée qui fait bouger les choses dans le monde de la chaussure. C'est une des cofondatrices de Trolley, donc c'est une marque montréalaise, québécoise, qui redonne une seconde vie aux chaussures et qui vient tout juste d'ouvrir son premier local. Félicitations pour ça. On va parler de mission, d'impact, de crainte, de tendance, mais aussi de passion. Alors, je vous présente Solène, j'ai même pas dit son nom. Donc, bienvenue à Moment Mode. Merci beaucoup, je suis contente d'être là. Alors, avant de commencer, comme les auditeurs ne nous voient pas, j'ai une petite section où on parle, on décrit en fait comment on est habillé aujourd'hui. Alors, aimerais-tu commencer? Ok. Là, c'est bien parce que je défends mes convictions, là. J'ai un petit short en jean bleu que j'avais acheté sur Vinted. C'est une plateforme populaire en Europe. Ce haut-là en dentelle blanc crème avec des petites manches bouffantes que j'ai acheté en friperie à Renaissance. Puis, je suis venue avec mes Doc Martens noirs et quelques bijoux dont je ne connais pas la marque parce que c'est que des cadeaux, à part ma montre Cluse que j'ai eue il y a 5 ans. Très beau. Mais j'adore la petite blouse, ça fait très été. Ouais, ça tombe mal parce que aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Et c'est très venteux, mais... J'ai fait l'effort. C'est ça. On pense au début de la semaine avec le gros soleil, 30 degrés. Exact. Et pour ma part, j'ai des shorts qui sont quand même assez longues, qui m'arrivent en dessous du genou. Puis j'ai un petit tricot jaune canari, si je peux dire, col roulé. Donc, c'est comme ça un peu venteux. Je me suis dit ouais, t'as bien fait. À moitié, c'est ça. Et puis, on est chez moi aujourd'hui, donc je suis très confortable. Mais on aura peut-être une petite annonce pour vous dans les prochains podcasts concernant le lieu. Mais pour ça, vous devez rester à l'affût. Alors, on commence pour les questions. Est-ce que justement tu pourrais nous présenter un peu c'est quoi Trolley, qu'est-ce que vous faites là-bas et nous parler peut-être un peu de cette dynamique-là de ces 3 cofondateurs? Oui, absolument. Donc, Trolley, c'est une entreprise qui se spécialise dans la remise à neuf des souliers qui sont voués à l'enfouissement. Donc, on récupère les souliers auprès d'associations de friperies qui n'ont pas réussi à les vendre. Et ensuite, on va les nettoyer, les réparer et les désinfecter pour les offrir à des prix plus abordables sur notre site internet. Donc, on a commencé à travailler là-dessus il y a 2 ans, tous les 3. On est une équipe super complémentaire. Jules, qui est donc notre PDG et cordonnier dans l'équipe, a étudié à HEC en intelligence d'affaires. Nathanaël qui gère la partie technologique, tout ce qui est recherche et développement pour automatiser le nettoyage, on en reparlera après, qui a étudié à Polytechnique, et moi en communication marketing qui a étudié à Concordia. Donc on est super complémentaires, on a des visions, on a des compétences pour se soutenir les uns les autres dans les décisions à prendre. Et c'est ça, l'objectif de Trolley, c'est de réduire ce gaspillage massif de chaussures, déjà au Québec, au Canada, et après, en espérant avoir un impact plus grand. J'en suis sûre. Ça va arriver. Et puis, justement, tu précisais, il y a 2 ans, l'idée est venue. Est-ce que tu te souviens du moment précis d'il y a 2 ans déjà?
Alors, je me souviens d'une après-midi, on était dans un parc avec un ami à nous, où on lui avait demandé de faire des croquis en 3D. Parce que l'idée première, c'était pas justement d'offrir les chaussures sur un site web, c'était de développer une technologie pouvant nettoyer tous les types de souliers. C'était, voilà, c'est la première idée quand tu te lances, tu as envie de faire quelque chose de révolutionnaire. Rapidement, on s'est rendu compte que c'était déjà très coûteux de produire une technologie de pointe. Et cette technologie qu'on voulait offrir justement au friperies pour nettoyer les souliers avant de les revendre, ou même à des clubs de golf ou des gyms pour offrir un service de nettoyage de souliers à leurs clients, ça ne trouvait pas de public en fait. Personne n'était vraiment intéressé. Et quand on montrait nos croquis, les gens, ils n'arrivaient pas à se projeter. Donc pendant un moment, on a tourné autour de ça. Et après, en fait, on a pas mal réfléchi. On s'est dit qu'on allait revenir à l'origine du problème. Le problème, c'était que Jules, lui qui était passionné de souliers, il trouvait jamais de souliers de seconde main de qualité en friperie. Donc on s'est dit, pourquoi est-ce que nous, on n'offrirait pas les souliers de seconde main de la meilleure qualité ? C'est vraiment une bonne idée. Parce que, ben, c'est ça, j'imagine que les compagnies se projetaient pas... Ah, ben, en fait, il y avait peut-être pas l'équipe derrière pour nettoyer ces chaussures-là. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'ils pouvaient pas se projeter. Ouais, c'est ça. Puis même quand tu fais un pitch en disant, voilà, on a une machine qui peut nettoyer tous les types de souliers. On était en prototypage, là. C'était vraiment un bébé prototype. Les gens avaient vraiment du mal à y croire. Et en fait, même nous, maintenant, quand on a développé cette expertise en nettoyage, parce que Jules, donc, ça fait presque 1 an qu'il se forme en cordonnerie, qu'il travaille avec des cordonniers pour apprendre. En fait, on se rend compte que le nettoyage, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Ça dépend des matières, ça dépend de tous les détails sur la chaussure. Et donc, en fait, c'est très difficile à automatiser. Hein. Probablement que c'est possible dans un futur éloigné, mais nous, on n'avait ni l'argent ni les ressources pour faire ça. C'est sûr, quand on commence une marque, c'est tout le temps le petit défi. Puis je me demandais, qu'est-ce que vous vouliez changer dans l'industrie de la chaussure avec ce projet? Ce qu'on veut changer, c'est 2 choses, c'est-à-dire le système de production de souliers, puisque... juste pour donner des chiffres, parce que c'est important d'avoir une idée, c'est 23 milliards de chaussures qui sont produites chaque année à travers le monde, mais c'est 22 milliards qui sont jetés. Donc ça, c'était dans... Je pourrais vous donner les sources là, dans un rapport qu'on a lu. Donc du coup, ça parle, les chiffres parlent d'eux-mêmes, tu vois. On produit tellement en quantité énorme. C'est ça qu'on veut un petit peu changer, c'est-à-dire montrer que c'est possible de réutiliser, de faire avec ce qu'on a au lieu de toujours extraire plus de ressources tout le temps. Et donc la deuxième chose, évidemment, à l'autre extrémité, disons, du cycle de production, c'est la manière dont nous, on consomme. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y aura tout le temps de la production de chaussures parce qu'on suit des tendances mode, il y a toujours de la nouveauté. Mais par contre, si on peut quand même avoir le réflexe de se dire, je vais regarder ce qui existe en seconde main, probablement que moi, ce que je cherche, c'est déjà en seconde main, ça a déjà été porté. Et avoir ce réflexe-là, en fait, de se dire, je vais acheter des chaussures qui n'ont pas servi à extraire de nouvelles ressources. Et ouais, c'est ça principalement. Parce qu'il y en a plein des belles encore. C'est juste aller en friperie, des fois, j'en vois des belles. Fait que le fait que vous, en plus, vous les remettiez à neuf quasiment, ça change tout. Donc, ouais, 100%. Puis je me demandais aussi, ça a été quoi la réaction des gens autour de vous au début de ce projet-là? Alors, c'est marrant parce que si je reviens au tout départ, quand on présentait cette machine-là, quand on voulait développer, comme je t'ai dit, les gens, ils disaient « Ah, ok, sympa ». mais ils n'arrivaient pas à se projeter. Alors que maintenant, depuis qu'on a cette nouvelle identité autour de Trolley, avec cette mission de revaloriser des souliers, on présente aussi notre expertise en cordonnerie qu'on développe vraiment bien. Les gens sont vraiment étonnamment surpris parce que ça étonnamment surpris, tiens, c'est... Ben oui, très, très surpris. Non, ils sont surpris de la bonne manière, c'est-à-dire que ça n'existe pas encore.
En fait, on a évidemment d'autres entreprises qui font de la revente de souliers de seconde main, mais qui allient cette expertise-là en cordonnerie et le développement technologique qu'on veut apporter. Ça n'existe pas. Donc, les gens sont agréablement surpris, c'est ça que je cherchais, parce que on répond à un problème qui n'est pas encore adressé et qui n'est pas très connu. Hein. On parle beaucoup de gaspillage textile, mais au niveau des chaussures, on ne connaît pas beaucoup les chiffres et pourtant c'est le même problème de masse. Ben oui, puis il y a tellement de gens, c'est ça, qui vont... Des fois même, il y en a que pour eux, les chaussures, c'est encore plus important que les vêtements. Et c'est ça, on doit emporter aussi tous les jours des chaussures. Sans ça, on est nu-pieds. Mais donc... c'est ça, hein, tout le monde marche. Donc... c'est ça. Oui. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots, c'est quoi qui rend Trollet unique? Tu nous en as un peu parlé, mais selon toi, ça serait quoi? Je pense que c'est l'image de marque déjà qu'on veut renvoyer. Nous, quand j'ai travaillé sur le branding de l'entreprise, je voulais absolument qu'on se différencie de tout ce qui existe dans la seconde main. Non pas que j'aime pas du tout ce qu'ils font, hein, mais c'était plus parce que les souliers, surtout, ça pose problème au niveau de l'hygiène. Les gens sont moins enclins à acheter des chaussures de seconde main parce qu'on a peur, on ne sait pas qui a mis ses pieds dedans avant, on ne sait pas si c'est hygiénique. Moi, je voulais qu'on ait une identité de marque qui inspire confiance dès le début et presque pas qui trompe, mais qui donne l'impression aux gens que c'est du neuf. Donc, au lieu d'aller dans des couleurs un peu funky ou des designs vraiment plus... très, très coloré comme on peut voir dans la seconde main. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus classe et moderne, aussi inspiré de nos origines françaises parce qu'on en est tous les trois d'origine française en tant que cofondateurs et que les gens aient vraiment confiance et puissent pas avoir de différence en fait. Ça pour moi c'est ce qui nous démarque vraiment de tous nos concurrents en seconde main. Et justement, quand on parle de souliers seconde main, il y a encore beaucoup de préjugés, comme tu viens de le nommer. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui trouvent ça weird d'acheter des souliers usagés? Il faut essayer déjà pour voir, ne serait-ce que voir la qualité de nos chaussures. Je comprends que quand on fait un tour dans une friperie, qu'on voit des chaussures un peu poussiéreuses, là, effectivement, ça peut paraître weird, on a un petit peu peur. Mais c'est ça, nous... Ce qu'on veut vraiment mettre de l'avant, et c'est pour ça qu'on veut être 100% transparent dessus, c'est tout notre processus sur lequel on a travaillé pendant des mois pour que ce soit le plus strict possible au niveau de la désinfection. C'est notre équipe ingénierie qui a développé cette machine-là avec l'ozone et tous les produits qu'on utilise pour bien désinfecter. Il y a le nettoyage, il y a la réparation. On a même créé une petite odeur signature qu'on met dans des petits sachets, dans les colis qu'on envoie. Tout ça pour offrir une expérience où on n'a même pas l'impression que c'est de la seconde main. Donc moi, ce que je réponds à ces gens, c'est essayez parce que vous verrez qu'il n'y a aucune différence. Puis en plus, c'est ça, souvent, ça va peut-être être même plus beau que des souliers qui sont achetés dans un fast fashion ou dans une autre industrie. Pas une autre industrie, mais un magasin peut-être pas... je sais pas où amener mon point, mais... Parce que je me dis, en fait, peut-être que est-ce que tous les autres magasins, c'est considéré comme du fast fashion? C'est ça dépend. Je pense que l'idée qu'on a de la fast fashion, c'est tout ce qui est produit à l'étranger, dans des conditions... plus que douteuse pour les travailleurs, avec des matériaux aussi qui ne sont pas réparables. Ça, c'est un gros problème qu'on a dans les souliers qu'on reçoit. On fait du tri dans tout ce qu'on reçoit parce que le faux cuir, par exemple, toutes ces matières-là qui s'effritent, même si elles n'ont pas été portées, des fois, on en reçoit qui sont totalement neuves. Et en fait, c'est des matériaux qui ne durent pas dans le temps. Donc, tu peux les laisser 1 an, 6 mois, 1 an dans ton placard. Elles vont quand même s'effriter comme si tu les avais portées, tu vois. Et donc, tu nous en parles un petit peu, mais peux-tu élaborer sur, en fait, à quoi ressemble votre processus de restauration, par exemple, d'une paire quand ça arrive chez vous? C'est difficile de généraliser parce que du coup, c'est un peu différent selon les chaussures. Si c'est une chaussure en cuir, par exemple, parce que je sais que Jules, c'est ce qu'il préfère faire en tant que cordonnier. Quand on récupère la chaussure, forcément, on
On va d'abord l'inspecter. Il y a un premier tri qui est fait par nos fournisseurs, puis nous, on va faire un second tri parce qu'eux aussi doivent apprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut réparer ou non. Une chaussure en cuir, on va la récupérer, on va la désinfecter toujours. On va ensuite la nettoyer comme les autres avec nos bancs de nettoyage. On a différents types de brosses, des plus souples aux plus dures pour la semelle, pour la surface de la chaussure. Et après, ça dépend, on trie les souliers en fonction de s'il y a des réparations, en fonction de 3 types de réparations, mineures, moyennes, grandes réparations. Pour le moment, on manque encore de machines, de cordonnerie pour faire les grandes réparations, donc celles-ci, on les met de côté. Et en ce moment, là, c'est à peu près 45 minutes par paire si vraiment il y a des réparations. Quand c'est du nettoyage, ça peut aller à seulement 20 minutes. Donc, voilà, pour une chaussure en cuir, on va la réparer, l'hydrater, la cirer, la faire briller. Et puis, une fois que les chaussures sont réparées et nettoyées, on les met dans notre inventaire qu'on a aussi automatisé récemment pour traiter plus de souliers. Et justement, est-ce que tu sais combien de paires de chaussures vous avez depuis que vous avez débuté l'entreprise? Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Parce que là, ça va être du pif. Hein. Ah, c'est sûr. Au niveau parce on a commencé à récupérer des dons d'abord à partir de mai 2024. Il y a longtemps. Donc là, quand ça même. fait 1 an en fait. Ouais. Et puis après, on a commencé à avoir des fournisseurs. Je pense que depuis le début, chez nous, il a dû passer au moins 2500 paires. Pour faire large là, mais Quand même. probablement plus, mais j'ai pas envie de dire un chiffre aberrant non plus. 6 000. Mais ouais, c'est ça. Au début, on récupérait beaucoup de dons. On s'est rendu compte qu'on récupérait dans ces dons beaucoup de chaussures qui étaient impossibles à réparer parce que les gens nous donnaient leurs déchets et qu'ils savaient pas quoi faire avec. Mais ouais, c'est ça. On en a récupéré énormément. Et là, justement, on change d'espace parce que on peut plus récupérer. On sait pas où les mettre les souliers là. Donc ça sert à rien. Dans un petit appartement à Montréal, à un moment donné, il y a des limites quand même. Puis, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus c'est quoi les critères précis pour accepter ou refuser une chaussure? Alors, pour le moment, on accepte très peu on rachète pas de chaussures aux particuliers, hein, c'est vraiment avec des fournisseurs qu'on travaille. Après, les gens peuvent nous faire des dons s'ils en ont envie. Mais premier critère pour nous, c'est la marque de la chaussure, c'est-à-dire la valeur initiale, le prix à laquelle elle est vendue neuve. Parce que comme il y a beaucoup de travail manuel encore, on est obligé de sélectionner. On ne peut pas rénover une paire qui coûte $30 sur le marché parce que nous, après, on doit la vendre moins cher aussi. C'est ça qui est intéressant pour les clients. Donc, la valeur originale de la chaussure, la matière, forcément, tout ce qui est simili-cuir, on évite parce qu'on sait que ça va s'abîmer au bout de 3 mois. Puis, on n'a pas envie que nos clients soient déçus des chaussures qu'ils achètent chez nous au bout de 3 mois. Et puis évidemment le niveau de réparation, comme il nous manque encore un peu d'équipement, les chaussures qui sont trop déchirées, ce sera impossible à réparer pour nous. Donc c'est ça. Puis je sais pas si tu es à l'aise d'en parler, mais comment justement vous établissez les prix pour les chaussures? Là, tu dis que vous devez les mettre un peu moins cher que le prix de vente original. Alors, nous, on établit le prix par rapport au prix original et par rapport à l'état. Donc, nos prix varient entre 20% et 70% du prix neuf. Et on a 3 états sur le site, donc comme neuf, très bon et bon. Les 3 c'est des états où les chaussures sont portables, mais après, il y en a qui ont des signes de vie plus voyants que d'autres. Et c'est vraiment par rapport à ça. Donc, il y en a des chaussures en cuir qui valent $1000 neufs, on va les vendre à moitié prix. Et les gens sont super contents, tu vois. Donc, il y a aussi l'aspect bonne affaire. On a des prix plus élevés que d'autres magasins de seconde main, mais parce que nous, on ajoute cette rénovation derrière. Mais pour ceux qui veulent des chaussures qui coûtent cher, c'est une bonne alternative. Tu sauves quand même beaucoup d'argent. C'est sûr. C'est comme un peu un vintage, mais... Exact. En fait, vintage, c'est seconde main aussi, mais c'est ça. À prix réduit. À prix réduit, exactement. Est-ce que tu aurais un exemple pour nous d'un avant-après qui t'a particulièrement marqué?
C'est la question difficile du podcast. Je pense qu'à chaque fois, chers auditeurs, on pose une question qui est « As-tu une expérience qui t'a marqué ou quelque chose qui ressemble à ça? » Et à chaque fois, c'est la question que les gens ont beaucoup de misère à répondre, donc je trouve ça très comique. Non, mais j'en ai, mais je sais pas si c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Parce que je sais qu'il y a une paire de bottes de cow-boy que Jules avait récupérées, qui était... Tu sais, on voyait même plus la couleur du cuir, là. C'était... Mais je pense que je te l'avais montré en photo à toi, non? Non, pas celle-là. C'est pas toi. En tout cas, c'était des bottes de cow-boy brunes. Et là, tout l'avant avait été râpé. Et Jules avait... Enfin, moi, j'ai été impressionnée, là, parce que c'était dans ses débuts. Mais, tu sais, des fois, la magie de la cordonnerie, c'est impressionnant. Là. Ces bottes-là, elles sont comme neuves. Et on les a vendues, d'ailleurs, là. Mais ça me fait penser à une autre question. Mais est-ce que toi, tu conseilles d'aller chez le cordonnier, même si, par exemple, ça vient peut-être d'une marque de souliers qui vient du fast fashion? C'est quoi que tu conseillerais pour ça? C'est une bonne question parce que... c'est sûr que moi, j'associe fast fashion avec forcément des matériaux qui sont de très mauvaise qualité. Aller chez le cordonnier, si tu as des chaussures en cuir qui valent cher, c'est sûr que ce sera toujours mieux pour toi d'aller les faire réparer. Ça te coûtera moins cher que d'en racheter une nouvelle paire. Les cordonniers, forcément, à la base, ils sont spécialisés dans le cuir, dans les chaussures en cuir. Et c'est pour ça que, là, je passe mon message, mais c'est pour ça qu'on encourage tout le monde à acheter du vrai cuir, même si c'est un investissement. C'est un investissement qui va tes chaussures, elles vont durer 10 ans, quoi. Tu peux les faire réparer, tu peux refaire la semelle. Les bonnes chaussures en cuir, elles sont faites pour être réparées d'année en année. Donc après, ça dépend forcément à quel prix tu as payé ta paire de souliers et combien le cordonnier va te charger pour ça. Je sais que maintenant, ils font des sneakers, ils font des talons, ils font pas mal de choses. Mais c'est sûr que c'est un enjeu pour les gens parce que si tu achètes une paire de souliers à $50, mais que pour refaire la semelle, ça te coûte 45, là, les gens, ils y pensent à 2 fois, quoi. Donc moi, mon conseil pour tout le monde, c'est d'investir dans des bons souliers de qualité parce que c'est des souliers que tu gardes sur 10-15 ans si tu achètes du bon cuir, quoi. Ça va pas, c'est ça, briser 2 semaines plus tard. Non. Mais moi, c'est quelque chose qui m'avait choquée, que j'avais entendu, et peut-être que je l'ai déjà mentionné dans un autre podcast, mais là, j'ai oublié, donc je le répète, que le cuir, tu sais, ça vient de l'animal, oui. Souvent, on va reprendre des peaux d'un animal qui est déjà mort, donc on va pas tuer l'animal pour prendre, ou en tout cas, à moins qu'il y ait du braconnage, ou en tout cas. Mais habituellement, ils sont déjà décédés. Et donc, le cuir vegan, ça ne vient pas de l'animal, et donc, ça vient d'où? C'est du plastique. Cette question, ça m'a choquée. J'étais comme, oui, c'est très... C'est clair et net, tu sais, que ça vient pas de l'animal, mais on dirait après, on se pose pas la question si ça vient d'où plus loin. Fait que je suis très d'accord avec toi d'acheter de la bonne qualité. C'est l'argument marketing qui m'irrite le plus. Il y a des marques au complet qui font leur marketing là-dessus, sur du cuir vegan, parce que les gens qui s'y connaissent pas trop, et c'est normal, je veux dire, il faut que tu fasses tes recherches là, pour comprendre ce que c'est, ils vont faire une bonne action en disant « Ah, c'est du cuir vegan, j'ai même pas tué un animal. » Je sais pas ce qu'ils peuvent penser là, mais nous, ça nous désespère, quoi, parce que quand on reçoit ça dans l'atelier, mais je peux te dire que il y en a, c'est pas du tout réparable. Ça me surprend. Justement, en travaillant là-dedans, est-ce que tu as découvert des incohérences qui t'ont choqué? Des incohérences par rapport à quoi? Peut-être par rapport à l'industrie ou, je sais pas, peut-être par rapport à l'utilisation des consommateurs ou leurs achats. Les observations qu'on a pu faire, là j'en ai plusieurs là, qui me viennent à l'esprit. C'est forcément, je pense que ça ne surprendra personne, mais on consomme quand même énormément de souliers. Les femmes en consomment plus. Nous, dans tout ce qu'on reçoit, je pense que c'est vraiment 70% de chaussures de femmes, 30% de chaussures hommes. Et en plus, les chaussures pour femmes, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles sont très souvent de mauvaise qualité parce que
voilà, il y a une grosse production de chaussures pour femmes et les femmes vont souvent plus acheter pour le style, parce qu'il y a plus d'achats compulsifs un petit peu. Tu vois, on aime le shopping, on aime être bien habillé, suivre les tendances. Et donc, forcément, il faut produire beaucoup et il y a beaucoup de chaussures qui sont vraiment cheap. Et les hommes, ils vont... C'est sûr qu'il y en a qui achètent de manière compulsive, là. Il y a de tous les profils, mais ça va plus être pragmatique, en fait, acheter pour faire une bonne affaire, en fait. Et ça se retrouve aussi, nous, dans nos ventes, où on a vraiment identifié un profil d'hommes qui achètent des chaussures qui coûtent très cher neuves et qui, sur notre site, vont les trouver à $200 au lieu de 500 ou 600, tu vois. Donc déjà, il y a cette chose-là qui est intéressante où les femmes consomment plus, mais du coup, on leur offre sur le marché, il y a vraiment beaucoup de chaussures de très, très mauvaise qualité. Donc, il faut faire encore plus attention de regarder si c'est de la bonne qualité ou pas. Mais après, quand tu t'y connais, ça se voit tout de suite. Hein. Mais j'imagine, est-ce que tu peux regarder la composition de la chaussure, si c'est 100% cuir ou... Normalement, c'est pas écrit sur toutes les chaussures. Normalement, sur la petite étiquette, tu es censé avoir les informations. Après, c'est comme pour tout, là. Je veux dire, il y a plein de choses que tu sais pas sur la production de tes vêtements ou de tes souliers. Normalement, notamment sur les chaussures en cuir, tu peux voir où est-ce qu'elles ont été produites. Toutes les sneakers, je pense qu'il n'y a pas tellement de secret, tout est fait en Chine. Donc, c'est aussi difficile, hein, d'être, que ce soit pour les chaussures ou les vêtements, d'être 100% écolo, d'arriver à acheter local, ça coûte cher, c'est pas évident pour tout le monde. C'est sûr. Puis on n'a pas beaucoup, je pense, de marques de chaussures montréalaises ou québécoises. On en a, mais on n'en a pas beaucoup. Et puis, quand c'est made in Québec, made in Canada, c'est sûr que le budget est un peu plus élevé. Donc, on veut soutenir les entreprises locales, mais en même temps, on a un budget quand même. On a un budget. Est-ce qu'il y a des chiffres que tu trouves trop peu connus par rapport aux déchets liés aux chaussures? C'est ça. Le plus frappant, déjà, c'est les 22 milliards qui sont jetés chaque année dans le monde. Au Canada, c'est un peu plus de 130 millions chaque année. Donc, tu sais, là, quand t'imagines 130 millions qui sont à l'enfouissement chez nous, là, au Canada. Et après, est-ce que c'est vraiment chez nous au Canada? Alors, c'est un autre sujet. Un autre sujet. L'exportation de textiles, de chaussures en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, c'est énorme. Moi, ce qui m'avait choquée, parce que j'ai écrit une étude de cas sur Trolley avec un professeur. Donc, on a fait beaucoup de recherches justement sur cette industrie-là. Et ce que j'avais pris pour exemple, c'était le Ghana, donc c'est super connu. Ils reçoivent 160 tonnes de déchets textiles par semaine. Waouh! C'est vraiment, quand tu lis ça, tu te dis, mais ces pauvres gens-là, on leur envoie nos déchets. Ouais. Puis tu sais, là, c'est sûr que quand on envoie des choses, des vêtements, des chaussures en Afrique, ça va approvisionner les marchés locaux d'une certaine manière. Mais la grande majorité, c'est juste enfoui, brûlé. Puis là, évidemment, tu penses à toutes les conséquences sur la vie des habitants là-bas. Hein, la pollution dans l'air, les eaux, c'est une catastrophe. Donc, on a connaissance des déchets textiles en termes de vêtements, mais pour les chaussures, c'est exactement la même chose. Hein. Exactement la même chose. C'est des millions qui sont jetés en décharge. Toutes les semaines? Nous, dans les sources qu'on a, c'est chaque semaine 160 tonnes juste au Ghana. Hein. Et donc textile, mais ça mélange les vêtements et les chaussures. Ouais. OK. Ouais. Wow, ça te fait repenser à tout ce qui a été fait pendant ta vie, puis que tu dis, ma petite virée au centre-ville est rendue au Ghana. Non, c'est affolant. Puis effectivement, c'est chaussures et vêtements, parce qu'en général, tu vois, les grossistes qui envoient tout ça, qui exportent tout ça en Afrique, par exemple, ils trient pas, là, ils mettent tout dans des ballots qu'ils envoient. Mais ça serait beaucoup trop, sinon. Ouais, absolument. Est-ce que tu penses qu'on est rendu à un point où la mode doit être complètement repensée? Je pense que oui. Je pense que, forcément, là, vu l'état
de notre société, de notre manière de consommer. Il y a beaucoup de choses à repenser. Mais c'est pas juste à l'échelle individuelle, comme on disait, où une personne a l'impression que ces petites actions vont pas faire grand-chose. C'est sûr que là, pour repenser une industrie de la mode qui dure depuis des années, avec des gros joueurs, notamment en Chine. Il faut l'implication des gouvernements, avoir des incitatifs, comme en Europe par exemple, où ils sont un petit peu plus avancés qu'ici au Canada, avec justement toutes les règles sur la traçabilité, savoir où ont été produits les vêtements, la loi anti-fast fashion aussi, qui est encore en discussion, mais tu vois, il y a des choses qui sont quand même en train d'être faites. Et je pense que c'est indispensable parce que, je sais pas, quand tu penses à la quantité de textiles, de chaussures qui sont produites, il faut forcément faire quelque chose, quoi. Parce que, je sais pas, il y a des pays qui vont finir engloutis dans nos tonnes de déchets, là. Ouais, ça, c'est sûr que... Ouais, on dirait que je me sens impuissante, mais c'est qu'après, c'est notre gouvernement aussi qui doit, j'imagine, commencer à instaurer certaines règles. Comme là, ils ont fait... Tu sais, on s'est tous mobilisés avec toutes les nouvelles règles des États-Unis qui veulent nous charger plus, mais il faudrait se mobiliser pour ça aussi. Mais absolument. Ce sentiment d'impuissance, il y en a beaucoup qui l'ont. Et c'est sûr qu'à l'échelle individuelle, on a l'impression qu'on ne peut rien faire face à des énormes entreprises. C'est pour ça la mobilisation vraiment des gouvernements qui mettent des incitatifs et qui incitent les entreprises. Parce que là, je divague un tout petit peu, mais nous, on essaie d'avoir de plus en plus de fournisseurs pour récupérer les souliers qui sont censés exporter là-bas. Quand tu exportes des bottes d'hiver en Afrique, là, il faut se poser des questions quand même. Mais il y en a beaucoup qui sont... Tu vois, ils ont leurs habitudes qui sont ancrées déjà. Ils ont des acheteurs dans ces pays-là. Ils n'ont pas envie de modifier toute leur logistique, de faire l'effort, de nous permettre de trier avant, etc. Donc forcément, il nous faut des incitatifs plus hauts pour que ces entreprises se disent « Ok, je peux faire cet effort-là, que ce soit pour améliorer mon score ESG ou n'importe quoi, mais que ces entreprises, elles aient une motivation, parce que sinon, elles vont pas bouger, quoi. » C'est ça. Puis, justement, comment vous vous positionnez, vous, Trollet, face à la montée des marques éco-responsables? Je pense qu'on peut être un allié pour les marques, quand tu dis éco-responsable, c'est-à-dire faites avec des matériaux au Québec, assemblés ici, etc., j'imagine. Oui, c'est ça. Ou même, votre entreprise aussi, je crois que c'est de manière éco-responsable parce qu'on reprend, en fait, c'est toute l'économie circulaire, puis on reprend des choses qui ont déjà été portées. Ouais. Donc, pour moi, ça, je l'entre aussi dans l'éco-responsabilité. Moi, je pense qu'on peut être un bon allié, tout simplement parce que, au-delà de récupérer les chaussures, par exemple, des friperies ou des associations qui veulent exporter à l'étranger, nous, on peut aussi travailler avec des entreprises pour les aider, par exemple, à traiter les retours. Toutes les entreprises ont des retours et actuellement, ils ne savent pas du tout comment les traiter. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont juste les jeter parce que ça demande trop de temps, de main-d'œuvre pour les nettoyer et les remettre en vente. Donc, il y a énormément de possibilités pour nous à travailler avec ces entreprises-là. Et puis nous aussi, on a tout le volet, disons, éducatif, formation qu'on veut développer parce que faut sensibiliser les gens à ce sujet-là, à comment bien choisir ses chaussures, partager aussi les conseils d'entretien pour faire durer ses chaussures. Parce que, tu sais, je veux dire, nettoyer ses chaussures, il y en a plein. Ils sont en contre-fiche, là. Je veux dire, c'est long, t'as pas envie de faire ça. Et pourtant, si tu les entretiens... tu sais, ne serait-ce que quelques minutes par semaine, tu peux facilement prolonger la durée de vie de tes souliers. Donc, il y a aussi ça, ou en collaboration avec, par exemple, le pôle textile, ou toutes ces OBNL, organisations ici à Montréal, qui sont impliquées dans la réduction, la réutilisation des matières textiles. Avec eux, on peut collaborer pour sensibiliser et offrir ces formations. Puis, je me demandais, c'est peut-être
un mythe, mais est-ce que mettre ses chaussures dans la laveuse, c'est bien ou c'est mal? C'est mal. Noté. Non, c'est sûr, là, tu vas pas mettre des chaussures en cuir dans une laveuse. Je pense que les chaussures qui craignent le moins, c'est toutes celles qui sont en mèche, en tissu, que tu peux mettre là-dedans. Mais encore une fois, ça peut être dangereux pour ta laveuse, là. Donc, je sais qu'il y a des petits sacs qui existent que tu accroches à la portière de la laveuse pour pas que les chaussures, elles virevoltent dans tous les sens. Ça va faire des bosses dans la... Ouais. Mais globalement, on déconseille parce que des fois, ça va juste décoller certains matériaux ou la semelle. Je veux dire, nous, on a fait des tests pour pouvoir le dire. Donc, il y a des semelles qui se sont décollées à moitié à cause de ça. Donc, ça dépend. Et le cuir, forcément, Donc, c'est prouvé. vaut mieux éviter. À ne pas faire. Ouais. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil entretien à nous offrir? Le plus simple, c'est 2 choses. C'est utiliser des shoe trees, des embauchoirs. Okay. Utiliser des embauchoirs, je cherchais le mot. Parce que, tu sais, quand tu portes tes chaussures à long terme, là, la forme elles vont se déformer un petit peu. Donc, utiliser les shoe trees, ça permet juste les embauchoirs, pardon, ça permet juste de garder la forme plus longtemps. Et puis de dépoussiérer, en fait. C'est tout bête, mais des fois, juste la poussière qui s'incruste. Donc, on a l'impression que nos chaussures sont sales. Je veux dire, si tu mets un petit coup de chiffon ou de petites brosses à poils souples pour enlever la poussière, au moins, ça te fait et la saleté ne s'accumule pas. Après, tu peux aller plus loin, mais... Je sais ce que je vais faire après le podcast. Je vais aller époussiérer mes chaussures. Je me demandais aussi, est-ce que, tu sais, on le sait qu'il n'y a pas vraiment d'autres entreprises qui font la même chose que vous. Est-ce que vous avez quand même des concurrents? Oui. Alors, on a par exemple des concurrents américains qui revendent, qui sont spécialisés dans les sneakers surtout. Nous, on vend un peu tous les styles de chaussures. Mais très souvent, c'est vraiment de la revente de souliers. Il y a une entreprise qu'on admire beaucoup en France qui s'appelle Je Vadrouille. Eux, ils sont spécialisés dans les chaussures de cuir luxueuses pour hommes, donc c'est assez niché. Mais ils travaillent avec énormément de cordonniers, d'artisans. Et c'est ce qu'on aime vraiment chez eux, c'est mettre de l'avant cet artisanat qui se perd de plus en plus. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Un autre petit chiffre, par exemple, intéressant là-dessus, c'est qu'il y a 40 ans, on avait 40 000 cordonniers en Amérique du Nord. Et désormais, on en a 4 000 aujourd'hui, en 2025. C'est juste pour montrer à quel point on perd l'habitude d'aller faire réparer ses souliers. Donc, les cordonniers, ils ont de moins en moins de travail. Donc nous, on veut sensibiliser à ce sujet et jevadrouille.com, ils le font magnifiquement bien et ils montrent le processus de réparation de leurs chaussures en cuir. C'est fabuleux. Mais justement, là, tu dis qu'il y a de moins en moins de cordonniers. Mm-hmm. Est-ce qu'il existe assez de formations pour apprendre à réparer ou restaurer ses chaussures? Non. Non, c'est ça le plus triste. C'est pour ça que Jules se forme avec des cordonniers. Il y a très peu de relève et il n'y a pas de formation. Je pense qu'en Europe, il en existe encore un peu. Mais ici, en Amérique du Nord, il y en a plus. Donc, même pas de DEP? Je suis vraiment pas sûre à ce sujet. Nous, c'est ça, Jules avait fait des recherches, il n'y a vraiment plus d'école, quoi. Donc, c'est pour ça que nous aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Si tu ne vas pas te former avec un cordonnier, là... c'est pas bonne facile, chance. Bonne chance. Est-ce que tu crois qu'on valorise, là, après ce qu'on vient de dire, je pense pas, mais qu'on valorise assez ces métiers manuels et essentiels, malgré tout? Non. En plus, c'est drôle, je pense qu'on associe... J'en parlais avec quelqu'un hier, et on associe beaucoup ces métiers manuels à... des gens qui font pas beaucoup d'argent, ou un petit artisan qui a son atelier, qui a du mal à payer ses factures, etc. En fait, tu peux te faire quand même beaucoup d'argent, là. Si tu as une bonne clientèle, le mentor de Jules, par exemple,
Il a une clientèle super fidèle depuis 20 ans. Tu sais, c'est un bon cordonnier, là, tu le gardes dans ta liste de contacts pour sûr, parce que là, il faut que tu aies confiance là, quand tu donnes une paire Ça, c'est certain. qui t'a coûté la moitié de ton salaire. Donc, non, on valorise pas du tout. Maintenant, comme on disait, on préfère racheter, on ne prend pas le temps d'aller faire réparer ses chaussures. C'est Et dommage. pourtant, on dirait qu'on s'attache. Ben, personnellement, moi, je m'attache à mes chaussures. Fait quand il y en a une qui brise, je suis triste, je suis déçue. Mais oui. Mais on dirait que je pense jamais à aller voir un cordonnier. Peut-être aussi parce que c'est pas de la bonne qualité que j'avais avant. Là, j'ai commencé à un peu plus aller à faire mes recherches, à aller en friperie, seconde main, en tout cas. Ouais. Donc, Et je pense que quand tes chaussures t'ont coûté $300 neuves, probablement que là, ça devient plus facilement à l'esprit d'aller chez le cordonnier. peut-être. Mais oui, on a perdu totalement l'habitude. Je me demandais aussi, donc on en a parlé un peu au début, mais vous avez ouvert un local cette semaine et là, je suis très curieuse. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Est-ce que les nuits blanches vont continuer ou c'est terminé? Non, je pense que ça va continuer un moment. C'est ça, on a reçu les clés la semaine dernière. Là, c'est une énorme avancée pour nous. Hein. Je ne sais pas si ça paraît parce que je suis fatiguée, mais je suis très, très contente. Écoute, on vient de finir la peinture, on a des petites rénovations à faire. Donc, c'est un local qui est dans le quartier Chabanel à Montréal, qui servira d'atelier boutique. Donc, toute la partie atelier, on vient justement de la terminer. Et après le podcast, je rejoins mon équipe pour faire le déménagement. Et après, il y a l'espace client où on veut faire un espace un petit peu lounge pour que les clients viennent essayer les souliers qu'ils ont vus sur le site web. C'est sûr que ce sera plus pour les Montréalais, les gens qui sont dans le coin, mais ça permet d'avoir quand même un endroit physique. Les gens peuvent venir nous voir, c'est open space là, donc tu peux voir toutes les machines, tu peux voir les gens réparer les souliers, donc ça va être fun. Ça va être impressionnant aussi de voir tout ce processus. Je suis allée à votre événement il y a quelques semaines et juste voir les machines, ça m'a surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Des aussi grosses machines quand même. On en aura des plus grosses, tu verras. J'ai très hâte de voir. Puis je me demandais, est-ce que c'est là que vous allez faire vos formations, justement, que vous vouliez donner? Oui, c'est là. Et puis des fois, en collaboration, par exemple, le 28 juin, on fait un atelier d'entretien avec le pôle textile. Là, ce sera dans leurs locaux. Mais effectivement, les formations, les ateliers de réparation, ce sera là-bas. Puis, justement, l'événement auquel je suis allée, vous avez lancé une campagne de financement récemment. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important et à quoi ça va vous servir? Donc, on a lancé une campagne de sociofinancement sur La Ruche Québec, pour lever 50 000 $, qui va nous servir tout simplement à investir dans plus d'équipements et aménager ce local. Donc là, on a démarré, mais énormément des dépenses liées aux machines justement de cordonnerie sont budgétées dans cet argent qu'on veut lever. Ça va être super important pour nous parce que jusqu'à présent, on fonctionne avec nos économies. Mais évidemment, toutes les bonnes choses ont une fin. Oui, ça n'est pas viable. Donc là, on est vraiment en recherche de financement pour offrir cette expérience aux gens aussi. Et l'objectif, en investissant dans ces machines, c'est de traiter 3000 paires de souliers par mois, donc 36 000 par an. Et là déjà, on aurait un impact assez conséquent, en tout cas sur l'industrie du soulier au Québec, pour offrir vraiment plus de choix. Donc, et ce qui est génial avec cette campagne, c'est que si on atteint notre objectif de 50 000 $, on a une subvention du gouvernement qui double la mise. Wow. Donc, on recevrait 100 000 $. Et donc, forcément, pour notre développement, c'est super important. Et on invite tout le monde à aller voir notre page de campagne. On a des contreparties, des offres qui sont quand même cool. Je vous le souhaite vraiment. Ça serait une super belle... en fait, c'est une super belle offre que vous avez ici. Donc, je croise les doigts pour vous. Justement, comment les gens peuvent contribuer ou vous soutenir? Donc, il faut se rendre sur laruchequebec.com.
chercher pour Trolley. Et sur notre page de campagne, on a une dizaine d'offres pour de différents budgets. Les gens peuvent s'offrir des cartes cadeaux, des lots de produits d'entretien, des ateliers de réparation. Ils peuvent aussi avoir des places pour notre événement d'inauguration de l'atelier boutique. Et sinon, il y a aussi une partie contribution. Les gens peuvent faire le don de leur choix sans offre. Et c'est ça, je veux dire, le moindre don, il n'y a pas de minimum requis, tout est précieux, tout est utile, puisque tout sera doublé de toute façon. Et voilà, on encourage tout le monde à aller voir et à nous soutenir, parce que je pense qu'on peut avoir un impact tous ensemble. Super bien. Je vous encourage tous et toutes à aller voir ça et j'en serai la première. Moi, j'ai très hâte de voir cet atelier boutique et même de faire des ateliers parce que je crois que ça peut nous servir à tous. Mm-hmm. Et on entre dans une partie un peu plus, justement, la passion, le futur. C'est quoi que tu préfères dans ton quotidien chez Trolley? En tant que directrice marketing, donc je parle vraiment de... Moi, je nettoie de temps en temps, mais c'est plus Jules qui est chargé de ça. Il y a 2 choses que j'adore. C'est les rencontres que je fais, parce que du coup, je suis à la recherche de partenariats, que ce soit avec des créateurs de contenu, des entreprises, des personnes comme toi qui lancent leur podcast. J'adore ça parce que je fais des nouvelles rencontres toutes les semaines. Et moi qui me pensais être quelqu'un... Je pense que je suis timide à la base, mais je me découvre une passion pour les événements de réseautage, rencontrer de nouvelles personnes, imaginer comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble. Donc, j'adore ça. Et j'aime aussi le fait que j'apprends quelque chose de nouveau tout le temps, en fait. Je suis jamais dans une zone de confort. Jamais, jamais. Que ce soit pour la création de contenu, tu sais, j'apprends tous les jours. Développer ma stratégie de marketing, je fais plein d'erreurs. On apprend avec le temps. On apprend, hein, tu vois. Et j'adore ça, tu vois. Je pense que je m'ennuierais... de toute façon, c'est prouvé là dans mes expériences passées. Quand je maîtrise quelque chose, je trouve ça un peu redondant. Je comprends totalement. Mais félicitations parce que justement, les dernières vidéos que j'ai vues sur votre compte Instagram et TikTok, c'était tellement magnifique. J'adorais la qualité de l'image, en tout cas. Ouais, on a collaboré avec... pour la vidéo officielle de la campagne, on a collaboré avec un studio montréalais qui s'appelle Click. OK. Extraordinaire. Ils sont très, très forts. On passe le bonjour à Mathias et Louis parce que c'est vraiment des artistes. Puis, on en a parlé un petit peu aussi, mais est-ce que cette fois-ci, tu aurais une histoire pour nous plus avec un client ou un partenaire qui t'a particulièrement touché? Je me souviens d'une... c'est vraiment anecdotique, hein, mais les premières collectes de dons qu'on a fait, en fait, on avait mis des pamphlets dans des boîtes aux lettres. Puis après, on avait dit aux gens, s'il y a des chaussures dont vous voulez vous débarrasser, vous pouvez les mettre devant votre porte d'entrée, puis on passera les récupérer en voiture. Il y avait une dame qui m'attendait à l'entrée de sa maison avec... là, elle était trop contente. Elle m'avait demandé mon numéro de téléphone et elle m'avait dit, on reste en contact, c'est sûr que j'aurai plein de chaussures à vous donner. Et je l'avais trouvée tellement... Tu sais, c'était une petite mamie de 65 ans. Tu sais, elle nous avait donné des belles paires de chaussures en plus. Et tu sais, on sentait vraiment qu'elle trouvait le projet beau et elle voulait nous soutenir. Tu sais, on était des petits jeunes en train de lancer notre projet. Et je me rappelle d'elle parce qu'elle m'avait parlé au moins 30 minutes devant la porte de sa maison. Quand même. Elle était motivée. Ouais. Elle nous avait donné des vêtements aussi, mais là, j'ai essayé de dire qu'on ne s'occupait pas de ça. Elle m'avait dit, mais si. Prends-les. Vous trouverez un moyen de les utiliser. Puis, qu'est-ce que vous imaginez pour l'avenir de Trolley? Est-ce que vous avez d'autres projets en vue? Pour l'avenir de Trolley, nous, c'est sûr qu'on veut... comme on est les premiers ici à faire ça, on veut avoir cette position de leader et mener ce mouvement-là dans l'industrie du soulier. Forcément, avoir un impact international dans les années à venir, parce que je pense que c'est un modèle qui peut fonctionner partout. Et le volet formation, remettre de l'avant la cordonnerie, se faire un nom vraiment là-dedans. Pourquoi pas
l'école Trolley de cordonnerie, ça peut être... Ça serait quand même super. Ouais, ouais. Est-ce que justement, il y aurait une personne ou une marque avec qui tu rêverais de collaborer? Ah, c'est drôle, j'en parlais hier justement. En fait, il y a la marque Meg Warrior Shoes, montréalaise. J'adore leur histoire. J'adore les cofondatrices qui sont deux sœurs qui ont parti leur entreprise. Comme tu disais, il n'y a pas beaucoup d'entreprises de souliers au Québec. Mais ça, c'est une entreprise que j'aime beaucoup. J'aime leur storytelling, j'aime leurs souliers. Oui, ils sont magnifiques. Je pense qu'une collaboration avec eux, ça serait vraiment le fun. Je pense qu'on pourrait avoir une belle synergie. Ça, je suis sûre. Est-ce que, en fait, c'est quoi que tu aimerais faire avec eux? Ben, tu vois, vu que on est sur... je pense pas qu'elle... Je sais plus où elles produisent exactement. Comme c'est une entreprise montréalaise, ça peut être intéressant, tu sais, de traiter leur retour, les aider à éviter de perdre leur retour, justement. Et puis, il y a le volet formation, entretien qui peut être intéressant. Il y a plein... Je pars dans plein de directions différentes, mais je pense que ça peut être pertinent. Ben, ça aussi, je vous le souhaite beaucoup. Il y a, en fait, peut-être des petites questions des auditeurs. Mm-hmm. Donc, j'ai écrit à des gens sur Instagram. Ah, OK. Alors là, on a une question d'un auditeur et pourquoi vous vous appelez Trolley? Mais en fait, Trolley, c'est le nom de famille de Jules Trolley. Donc, quand on avait commencé le projet, on avait un autre nom, une autre identité, et on voulait offrir une histoire vraiment plus personnelle autour de Jules et de sa passion pour les chaussures qu'il a mis ensuite au service d'un enjeu plus grand. Donc, Trolley, c'est cette passion pour les souliers, l'envie d'offrir de la qualité, et puis créer du lien entre Jules et nos clients. Très intéressant. Alors, la deuxième question d'un autre auditeur, ça serait si, par exemple, la personne vous achète une paire de chaussures et là, la personne la porte pendant 5 ans et par la suite, il y a un petit bris où elle est plus aussi neuve qu'avant. Est-ce qu'il y a un suivi qui peut être fait avec vous ou c'est terminé après avoir acheté la chaussure? C'est vraiment une bonne question parce que nous, on n'offre pas le service de réparation encore. On peut référer à des cordonniers, parce qu'on en connaît pas mal maintenant sur Montréal. On n'offre pas le service parce qu'on n'a juste pas la main-d'œuvre actuellement pour le faire. Ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place après quand on aura une plus grosse équipe. C'est ça pour le moment. Ouais, on n'a pas ce genre de garantie. Il y a évidemment 30 jours possibles pour ramener les chaussures. C'est peu probable qu'il y ait un bris dans les 30 jours d'après parce que forcément, on les teste avant, on vérifie. Là, mais non, après, je pense qu'on peut référer effectivement les clients à des cordonniers en qui on a vraiment, vraiment confiance à Montréal. Puis moi, ça me fait penser à une autre question qu'on avait un peu discutée. Je ne sais pas si vous aviez approfondi ce point, mais justement pour les gens qui ont les pieds plats, des oignons, peu importe, est-ce que les chaussures peuvent être adaptées ou après, c'est de leur côté à aller chercher des semelles en particulier? Oui, alors nous... D'ailleurs, tu me fais penser qu'il faut vraiment que je m'occupe de ça. Non, on a énormément de produits à vendre, mais aussi on a pas mal de semelles qu'on voulait mettre à la vente. Là, c'est sur ma to-do list, là, c'est sûr. Après, pour ce qui est vraiment des chaussures spécialisées, je pense qu'il faut toujours aller voir un professionnel pour savoir de quelle semelle tu as besoin. Nous, on peut pas... On n'a pas la science infuse là-dessus. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de marques de chaussures qui sont vraiment spécialisées pour les pieds qui ont ce genre d'attributs. Donc, ça serait intéressant pour nous aussi de trouver justement des fournisseurs parce que c'est sûr que tout le monde n'a pas les mêmes pieds puis il y a des problèmes variés. Mais pour le moment, nous... on n'a pas de chaussures, disons, spécialisées là-dedans pour les bunions. Oui, je comprends. Il y a des marques qui sont connues, là, qui vendent des chaussures avec la forme spéciale pour les personnes qui ont ce problème-là. Mais ouais, c'est ça.
Mais on a beaucoup de semelles en stock, là. Il faut vraiment que je les mette sur le site. Une chose à la Une chose fois. à la fois. Après le local. Puis avant de finaliser tout ça, j'ai une petite section qui est la pièce à sauver. Donc, si tu devais quitter sur une île déserte demain, quelles chaussures amènerais-tu avec toi? Quelles chaussures? Une île déserte, j'apporterai des sandales. Hein. J'apporterai des petites sandales. Mais là, je suis pas la bonne personne pour ça parce que j'en porte jamais. Moi, je suis tout le temps... hein. Je porte mes Doc Martens à peu près tous les jours. Puis là, en été, ce sera probablement des sneakers. Mais Alors, des sneakers mais t'aurais peut-être un peu chaud, mais... j'apporterai peut-être mes running shoes parce que j'adore courir. Donc, Ça serait beau, là, en plus, avec les paysages. au bord de l'eau. C'est ça. Super. Donc, on entre dans la petite partie conclusion. Si quelqu'un veut vous découvrir, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, on peut nous trouver sur Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, au nom de trolley.ca. Notre site web aussi, trolley.ca. Et puis, sur nos réseaux sociaux, il y a le lien de la campagne La Ruche, où là, vraiment, vous avez toute la description du projet et de nos objectifs de 2026 avec l'atelier boutique. Et est-ce que, justement, vous avez déjà une date d'ouverture pour l'atelier boutique ou ça reste encore confidentiel? Ce sera en septembre. OK. Mais il n'y a pas de date. C'est en préparation. Parfait. Alors, on attend ça avec impatience. Et aurais-tu un petit mot pour les gens qui veulent changer leurs habitudes, mais qui ne savent pas par où commencer? Envoyez-nous un message. Parce que, justement, nous, on veut être transparent, on veut être accessible. Donc, c'est pas toujours facile de changer ses habitudes. Envoyez-nous un message. Nous, on répond à toutes les questions. On est super ouverts, là. De toute façon, on est passionnés. Donc, posez une question à Jules, puis il va vous en parler pendant des heures. Un petit moment, ouais. Super, merci beaucoup. Donc, j'ai peut-être une petite dernière question pour finaliser tout ça après la petite conclusion. Donc, je sais que vous avez une infolettre. Comment est-ce que ça se passe? Oui, donc tout le monde peut s'inscrire sur notre site. C'est une infolettre qui permet d'avoir des recommandations personnalisées parce que forcément, on a des nouveaux souliers qui arrivent chaque semaine. Puis, trouver une paire qui nous plaît à notre taille, c'est quand même un défi. Donc, tout le monde peut s'inscrire, mettre sa pointure et le style de chaussures qu'il recherche. Puis, une fois par mois, on envoie des recommandations par rapport au style recherché et à la pointure pour vous faciliter la recherche. C'est tellement le fun. Comme ça, oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de faire plusieurs pages. Oui. C'est vraiment une bonne idée. Puis de revenir tout le temps, là, ça facilite la recherche pour tout le monde. Et ça aussi, j'ai jamais vu ça. Je pense que c'est une première. Ah ouais? En fait, j'en ai jamais vu. Peut-être qu'il y a, mais... c'est vrai qu'on essaie d'offrir... on bâtit au fur et à mesure une expérience spéciale, unique, personnalisée pour les gens. Super, merci beaucoup. Ça a été une conversation super enrichissante. Puis j'espère que, en tout cas, moi, ça me donne envie, mais j'espère que ça vous donne envie aussi, les auditeurs, de revoir complètement votre rapport avec la chaussure. Puis j'ai hâte de continuer à voir vos futurs projets. Merci beaucoup. Merci, c'était super sympa. Merci d'avoir écouté Mom en mode, ton rendez-vous mode entre découverte et style. À très vite pour un nouveau moment.